Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau concept ensemble. Vous avez vu le titre, ce sera dans le rétro du tonton. Vous avez vu ce magnifique jeu de mots incroyable. On va commencer ce nouveau concept, ce nouveau segment avec un groupe qui fait beaucoup parler, qui clive énormément. Il va y avoir beaucoup de kitsch, beaucoup de légendes, beaucoup de mythes, mais aussi pas mal de musique et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on aime. Aujourd'hui, on va parler de Manowar. Et oui, vous avez vu, j'ai revêtu mon plus beau t-shirt bien kitsch. Je pense que ça va être un peu le mot d'ordre d'aujourd'hui. En même temps, ça va bien avec les chemises habituelles du tonton. Ça fait longtemps que je me pose la question de faire un petit peu un format comme ça pour revenir sur des groupes cultes, des groupes qui m'ont marqué, des groupes qui ont un petit peu posé des jalons dans ma culture musicale et puis qui ont marqué aussi des époques de ma vie. Et je me suis dit, allez, on va commencer en couleur, haut en couleur, puisqu'aujourd'hui on va parler de Manowar. C'est un groupe qui finalement est assez méconnu, parce qu'ils ont cette image, pas forcément, de trucs un peu nanars, alors que ça masque pour beaucoup, en tout cas ça empêche beaucoup de gens de faire leur découverte et de se rendre compte à quel point musicalement c'est super intéressant, à quel point ils ont inspiré des tas et des tas de groupes, et ils ont vraiment marqué l'histoire du hard, du metal. Et je pense que ça peut être chouette de passer sur ce groupe en premier, de commencer d'essuyer les plâtres de ce format avec eux, parce que c'est un groupe que j'adore, que j'écoute régulièrement. Et je me dis que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous connaissent de nom et se sont toujours dit ouais, ça doit pas être terrible. Et en fait, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont malheureusement pas pris le temps d'écouter. Vous allez voir, il y a vraiment des belles surprises. On va revenir donc sur ce format, sur la carrière entière d'un groupe, album par album. Je vais ponctuer d'anecdotes personnelles, des albums, tout ce que j'ai pu vivre avec le groupe, et puis on va parler aussi évidemment en Manowar, il y a beaucoup de mythes autour du groupe, beaucoup de légendes. Alors ce sera parfois à prendre avec des pincettes, hein. Il y a tous les intervenants du groupe aiment bien en rajouter des caisses pendant les interviews. Ça a aussi fait partie de la mystique autour du groupe. Manowar, déjà, un groupe qui a 46 ans! 46 ans d'existence, les gars, puisque les débuts, on va parler des années 80. Vous verrez, de temps en temps, je tournerai un petit peu la tête parce que là, vu qu'on a vraiment retracé toute la carrière, j'ai aussi pris des dates, des noms, etc. Parce que je suis pas très bon avec les noms. Donc, si vous me voyez regarder un peu par là, c'est que j'ai pris quelques notes. Alors, d'habitude, j'écris jamais mes vidéos, mais bon, là, c'était l'occasion un petit peu de pas vous dire trop de conneries. En plus, je sais que la communauté Manoir, c'est vraiment les die-hard fans. Vous verrez, de toute façon, on va en parler tout au long de la vidéo. On disait que c'était clivant, par contre ceux qui aiment, c'est souvent soit tu détestes, soit tu adores, c'est rare que ça te laisse indifférent. Et ça résume bien Manoir en fait, parce que c'est tout à fond. Donc soit tu le prends dans la gueule et ça devient une offrande des dieux, soit tu te dis ouais, donc qu'est-ce que c'est que ce truc, vite il faut se sauver. Donc voilà, on a dit les années 80, bon déjà la rencontre elle augurait de bonnes choses, puisque on parle de la sortie de l'album Heaven and Hell, donc de Black Sabbath, donc Black Sabbath avec l'époque où Dio était au chant, notre cher dieu du chant, Ronnie James Dio. Donc en fait, il faut savoir que Joey DeMaio, qui est le membre vraiment fondateur de Manowar, c'est vraiment lui qui a l'idée au départ, et donc pour vous donner une idée, il a des origines mi-italiennes, mi-indien cherokee, tu vois. Ça commence déjà comme une vanne, tu vois. Salut les gars, je suis content de vous voir. Et en fait, c'est un technicien basse et pyrotechnie. Ça, vous allez voir, ça va avoir son importance pour l'imagerie du groupe. Donc, technicien basse pour le Black Sabbath, donc période Dio, etc. Et donc, il est souvent backstage. Donc, il y a forcément toujours des premières parties, ce genre de choses. Et puis, Dio, c'était un petit peu. Il était aussi super connu dans le milieu, donc il connaît plein de zikos et tout. Et il sympathise avec Joey DeMaio, donc leur technicien. Et à un moment, ils savent que lui cherche à monter un groupe. Ils savent qu'il est à fond dans le hard, vraiment les racines New Age of British Heavy Metal et tout. Donc il est vraiment die-hard de ce genre de choses, de Black Sabbath en priorité évidemment.
Et donc Dio présente à Joey le groupe Shaking Street, qui est un groupe français s'il vous plaît, et dont le guitariste est vraiment putain de légende, et un bon virtuose aussi dans son style. Alors c'est pas forcément le truc le plus flashy démonstratif, mais c'est quelqu'un de super droit et tout, et qui était quand même assez énergique, assez technique et tout. On parle de Ross the Boss. Voilà, déjà, quand tu t'appelles comme ça, tu sais que ta carrière est toute tracée. D'ailleurs, cette vidéo lui est dédiée parce que malheureusement, il nous a quittés de les suites d'une maladie il y a très peu de temps. Donc, j'ai eu la chance de le voir une fois au Rising Fest de Dijon. Pareil, on salue les copains et je sais que le départ de Ross the Boss les a fort attristés aussi. Donc cette vidéo lui sera dédiée parce que bah, l'idée c'est vraiment de partager. Vous allez voir, bon, bah, moi je suis dans le camp de ceux qui adorent, donc forcément c'est beaucoup plus facile pour moi, mais j'espère que si il ne serait-ce qu'un d'entre vous se dit bon je vais me pencher dessus et que finalement il aime, bon bah, voilà, j'aurais réussi ma mission, j'aurais prêché pour ma paroisse. Donc voilà, on est dans les coulisses donc, de Black Sabbath de l'époque, et il présente Ross the Boss à Joey DeMaio, et là ça marche tout de suite. Les gars parlent musique, ils ont tout de suite les mêmes références, les mêmes trucs bien rock'n'roll, et ils se disent putain on veut faire ce genre de choses. Donc en 1980, Manowar commence, il recrute Eric Adams donc, au chant, pareil, chanteur mythique du groupe. On peut quand même noter la grosse stabilité du groupe. Alors vous allez voir, c'est surtout Joey DeMaio donc à la basse et Eric Adams au chant. C'est vraiment les deux piliers qui vont être indéboulonnables tout le long de la carrière du groupe. Ils auront plus de problèmes avec les batteurs. Les batteurs, ça va changer assez régulièrement. Et les deuxièmes guitaristes, enfin les guitaristes, ça va changer aussi de temps en temps. On y reviendra de temps en temps. Donc Eric Adams, en fait, c'est un pote d'enfance de Joey DeMaio. Donc ils se connaissaient déjà. Ils vont déjà galérer à trouver un batteur. Au début, ils font des reprises de hard et de heavy, un peu comme tout le monde. Hein. Quand tu commences ton groupe, c'est plus facile de se caler sur des reprises. Donc ils sont dans la région de New York et ils s'appellent Man O' War. Déjà, le côté warrior, le côté guerrier, c'était déjà dans leur idéologie de base. Ils aimaient bien ce genre de choses. En 81, ils sortent déjà une démo. Elle commence déjà à avoir un petit peu de succès, ils commencent déjà à composer. Ils signent chez Liberty Records à ce moment-là. Et ils leur filent déjà un petit peu de pognon. Comme quoi, à l'époque, il y avait un peu de pognon dans la musique. Ça change un petit peu. Et ils vont partir pour Miami, donc de New York à Miami. Ils vont faire toute la côte Est. Et alors là, on va commencer avec les premières légendes. Vous allez voir, il y en a un peu partout. Il faudra mettre un disclaimer de temps en temps. Attention, ceci est peut-être une anecdote fausse. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Mais bon, je vous laisserai seul juge de la puissance de ces anecdotes. Hein. On va parler beaucoup de puissance aussi, parce que Manowar, il y a du bibi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les épées saillantes, l'imagerie, on va en parler au fur et à mesure, qui va se développer assez vite hein, dans l'idée, dans l'histoire du groupe. Donc là, ils partent à Miami enregistrer leur premier album, après cette démo qui a bien fonctionné. Et la légende voudrait que dans les studios où ils enregistrent, il y a les Bee Gees qui sont en train d'enregistrer aussi en ce moment, en même moment qu'eux. Et en fait, ils auraient dû arrêter leur propre enregistrement, les Bee Gees, parce que vu le bordel que foutait Manowar à côté, c'était trop fort et tout, ils ont dû arrêter leur propre enregistrement. Donc ça te donne déjà un petit peu l'idée. Alors comme je vous ai dit, ils en rajoutent des caisses dans les interviews, et par contre, ils ont toujours une réputation, vous verrez que ça se justifiera plus tard, de jouer ultra fort. D'ailleurs, ils auront plusieurs titres dans le Guinness Book des records, pour les concerts les plus bruyants, heavy metal et tout, vous allez voir, on est quasiment à 140 dB à un moment. À la fin, à la toute fin, je vais garder quelques petites anecdotes avec des chiffres ou avec des records à la con comme ça, vous verrez, c'est assez typique du groupe. De toute façon, c'est le groupe de l'extrême, où tous les curseurs sont poussés à fond. Finalement, il n'y a même plus de kitsch ou pas kitsch. Vu que tout est assumé, bah finalement, vous allez voir, ça fait partie de l'ADN même de ce groupe qui s'est formé. Donc directement, ils enregistrent cet album donc fin 81 vers Miami, et il est prêt en 82. Vous allez voir, cet album, c'est Battle Hymn. Alors, ça tombe bien, c'est un des albums que je préfère du groupe, et je vous présente ce magnifique vinyle. Alors, ce vinyle, c'est la première fois probablement que vous allez voir un aigle avec des abdos, qui est quand même ouf. Vous avez déjà l'imagerie guerrière. Là, bon, on pense forcément à l'aigle impérial, le truc un peu majestueux, forcément un peu baston, quoi. Là, vous avez derrière déjà l'épée, les gros bibis. Allez, ils ont posé les bases, c'est leur premier album, ils savent déjà vers quoi ils veulent aller. Le gros logo bien Manowar, bien en lettres jaunes, un peu feu comme ça. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. Battle Hymn, voilà, on est dans la bataille, on va être au cœur de la bataille et ça va être vraiment l'idée même du disque. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement cette prod qui suit la musique, qui suit l'idéologie. Vous allez voir, c'est un full package, Manowar finalement. Vous avez donc, tout le monde est crédité quand même,
ce qui est quand même un peu cool. Rose the Boss, Joey DeMaio, Donny Hamzik, donc le fameux batteur qu'ils ont trouvé pour le moment, et Eric Adams. Il n'y a pas encore de message derrière la pochette, mais vous allez voir dans les prochains albums, ça va commencer à être aussi une marque de fabrique de revendication et de messages un peu kitschouille qui sera toujours mis sur les pochettes. Là, ce battle hymne là, je suis super content de l'avoir chopé, c'est un first press allemand. Pareil, je vous glisse quelques petites anecdotes. Et je l'ai acheté dans un magasin non moins mythique, puisque je l'ai acheté au LVT, le magasin donc Enfer, à Oslo en Norvège. Donc le magasin qui était tenu par Euronymous, un des fondateurs de Mayhem. Ce qui est drôle, c'est que je vous mettrai un petit encart. En fait, je suis allé donc dans ce magasin mythique de vinyle, de goodies, qui est beaucoup plus typé black metal forcément, et qui est vraiment mythique avec le sous-sol où il y a écrit le black metal, où il y a le trône, etc., qui a beaucoup inspiré la scène justement norvégienne. Et j'ai acheté tout sauf ah si, j'ai acheté un CD de Mayhem quand même, mais sinon j'ai acheté quasiment que du glam, que du heavy bien badass comme ça. Je vous mettrai la petite photo de mes trouvailles de l'époque qui était bien cool, et ce magasin est vraiment mythique. Bon, les prix n'étaient pas donnés, mais bon, ça fait des souvenirs de ouf. Celui-ci encore en couronne norvégienne, 229 couronnes norvégiennes à l'époque pour le Force Press, et j'étais vraiment trop content de le trouver. Il a pas mal tourné celui-là. Moi, c'est un album que j'aime beaucoup. Il pose déjà les bases. Vous avez aussi un aspect narratif qui est pas mal dans les chansons. Vous avez notamment un monologue d'Orson Welles. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Qui était déjà bien connu à l'époque et qui vient prêter sa voix pour enregistrer sur la chanson Dark Avenger. Ça va être aussi quelque chose qui va marquer fort leur identité. Ils vont aussi utiliser un bout d'un speech qu'il va faire ce jour-là pour l'album d'après, qui sera sur la chanson Defender. Il y a beaucoup de choses, c'est un gimmick. De toute façon, Manowar, c'est un groupe à gimmick, hein, vous allez voir, ils ont trouvé leur truc et ils vont le multiplier à l'infini. D'ailleurs, ça marche pour les paroles de chansons avec épée, power, epicness, tout ce que tu veux. Le style, tu rajoutes tout, tu mixes, et c'est étonnant que des fois ils se trompent pas, parce que c'est un peu toujours les mêmes concepts, un peu dans le désordre quoi. Donc 82 pour ce battle hymne. C'est grandiose, hein. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment au cœur de la bataille. On a déjà la recette, on a déjà les peaux de bête, l'imagerie de Conan, hein, qui sort aussi en 82, donc finalement c'est très ancré dans son époque. Ce qui est ouf, c'est qu'ils ouvrent la phase B donc, du vinyle avec le titre Manowar, où ils expliquent tout simplement leur rencontre. Les paroles sont directes. Ils nous disent déjà qu'ils sont là pour conquérir toutes les vallées, les shores. Donc les gars ont déjà un rêve de conquête. Ils sont pas venus pour enfiler des perles. L'idée de Manowar, c'est qu'ils se sont formés et ils vont tout détruire, et ils vont se conformer à cette idéologie. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
Alors, la sortie de l'album va quand même faire du bruit. Ça va démarrer aussi une vague, notamment aux États-Unis, de ce US power metal. Donc, power vraiment dans l'idée épique, guerrier, etc. Donc, encore une fois, j'aime bien de temps en temps quand je parle de groupe vous donner quelques autres références. Ça vous donne aussi des idées si jamais vous voulez creuser le style. Donc, allez checker les groupes comme Warlord, Lichlord et puis Omen. C'est vraiment les références dans tout ce qui est épique, etc. Ça peut vraiment vous plaire si vous aimez le délire Manowar. La prod est plutôt pas mal, surtout pour l'époque et plutôt pour le style. Vous allez avoir, encore une fois, hein, les bases de la recette qui fera l'essence même de Manowar. Une basse fort présente, fort mise en avant. En même temps, le fondateur, c'est Joey DeMaio, le bassiste. Donc, l'idée va toujours être de un peu surmixer la basse. Une batterie avec des cycles assez connus et des patterns pareil, qu'on multiplie à l'infini, et une guitare un peu fougueuse. Bon voilà, c'est vraiment ça. Si je dois vous dire d'écouter un titre, écoutez le titre Battle Hymn, qui est vraiment l'apothéose de l'album et qui pour moi, même encore aujourd'hui, est dans le top 10 des chansons de Manowar. Tout est déjà là en fait, les gars avaient déjà tout compris quoi. Vous avez une grosse dose de testostérone tout de suite. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, il va y avoir déjà un certain succès. Ils vont partir faire des grosses tournées, notamment en première partie de Ted Nuggets à l'époque. Donc vous imaginez le taux de testo dans les backstage, ça devait être quelque chose. D'ailleurs, pareil, nouvelle légende. Ils se font virer à peu près à la moitié de la tournée parce que soi-disant, Ted Nuggets se rend compte qu'ils sont meilleurs que lui. Et du coup, il les exclut de la tournée. Bon, voilà, je vous laisse seul juge de cette idée. Bon, bah à partir de là, ils vont aussi se dire que ce qui fait parler c'est les interviews dans les médias. Alors vous allez voir, hein, l'amour-haine entre Manowar et les médias, ça va être aussi une longue histoire, puisqu'il va y avoir beaucoup de trash talk. Ils vont commencer à faire la différence entre le vrai métal et le faux métal. Ils vont dire que de toute façon aux US, ça a toujours été des nazes, qu'il leur manque un vrai groupe comme Motorhead et tout. Vous allez voir que ça aura son importance pour plus tard. Donc ils trash talk toute la scène US, ce qui va aussi peut-être pas aider à ce qu'il soit vraiment adopté au début. Après, nul n'est prophète en son pays, vous allez voir, ça va revenir assez souvent, et puis c'est un peu vrai pour pas mal de groupes. Alors, quand je vous ai dit que toute l'idéologie était déjà là, c'est le cas. Ils vont taper des photoshoots. Oh ben, j'en pense pas grand-chose. Hein. Je pense que c'est pas terrible. Discutable, dirons-nous, pour le plus élémentaire des bons goûts. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les pots de bête, l'idée à la Conan. Je vous mets là tout de suite un extrait de ce premier photoshoot. Bon, vous allez voir qu'ils commencent déjà à se la péter dans les médias et tout. Ils font comme si c'était déjà un groupe connu dans le monde entier et qui enchaînait les giga succès. En vrai, le succès, il est mitigé quand même, hein, surtout pour l'époque. Alors après, ils ont déjà des problèmes avec leur batteur. D'ailleurs, on ne sait pas trop s'il se casse ou s'il se fait virer. Vous allez voir que c'est un peu récurrent quand les membres changent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? C'est d'un commun accord, mais pas forcément pour tout le monde. Ils se font un peu virer de leur label aussi. Donc là, je peux vous dire que voilà, pour le succès, soi-disant, donné dans les interviews, il est à prendre aussi avec des pincettes. Par contre, ils vont avoir une très bonne idée, puisque suite au départ de ce batteur, ils vont recruter Scott Columbus, qui est un ouvrier métallurgiste. Donc voilà, pour faire du métal, il n'y avait rien de mieux. Il va avoir plein de surnoms un peu à la con. Il va être en adoration devant sa batterie. D'ailleurs, il va même faire une chanson, je sais plus, quelque chose of Doom, qui sera en hommage à sa batterie dans un autre album. Malheureusement, il nous a quittés en 2011, donc c'est pareil, la vidéo est en son honneur en plus. Je crois que ça avait permis de mettre un peu en avant aussi les problèmes un petit peu de santé mentale, hein, une problématique qui maintenant nous touche tous et qui est fort heureusement un petit peu plus développée dans les médias et tout, et on est un petit peu plus conscient qu'il faut faire attention les uns les autres. Et pas hésiter à parler si vous avez besoin d'aide. D'ailleurs, n'hésitez pas, les gars, si à un moment ça va pas, il y a plein de structures, il y a plein de gens qui sont là pour vous écouter. Donc ouais, Scott Columbus, aussi appelé Scott Pumchak, parce que vous allez voir, ça va être sa pattern de batterie favorite qui va aussi nous décliner x1000.
vinyle. Alors il va très bien aller dans le personnage, dans le paysage et tout. C'est l'ajout parfait pour Manowar d'ailleurs, ça va signer quand même les plus grands succès. Ils vont retrouver un super label, Megaforce, donc Megaforce pour Manowar. Bon, ils vont pousser le délire. Donc là, on va parler du deuxième album, donc Into the Glory Ride. Et donc, pour signer avec Megaforce, pareil, nouvelle légende et tout. Alors là, pour le coup, c'est pas une légende, parce qu'on a les images, on a le footage. Ils auraient signé le contrat avec Megaforce avec leur sang. Voilà, parce que eux, ils font pas du false metal, ils font du vrai true heavy metal, avec full of steel and power. Donc voilà, ils signent avec leur sang. Vous avez les photos dans les bureaux donc, de Megaforce où ils arrivent, je sais plus, torse nu ou très peu habillés, et où ils saignent comme des gorées pour signer le contrat. À mon avis, les officiels ils ont dû dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, gros facepalm probablement, enfin peut-être pas devant eux parce que bon ils étaient quand même un peu imposants, puis tu voyais dans leurs yeux qu'ils étaient pas dans un délire, ils vivaient à fond. Je pense que c'est ce qui aide aussi à ce qu'on aime Manowar, c'est que tu vois que tout est assumé, donc finalement ça fait passer, même plus c'est gros plus ça passe comme on dit, donc voilà, titre. Et voilà, la diff entre faux métal et vrai métal, d'ailleurs, ils vont pousser le vice jusqu'à l'écrire. Je vais vous mettre le petit footage ici. Derrière la pochette du vinyle, donc du deuxième album, Into the Glory Ride, ils vont déjà mettre contre le false metal. Ça va être leur croisade, ça va être un petit peu ce qui va les rassembler, ce qui va unir les fans. Donc je vous laisse seul juge de ce qui est du vrai métal et du faux métal. Mais bon, ça va faire partie aussi de la légende. Alors là, il y a le full package. Vous avez la pochette ultra kitsch, hein, donc conforme au photoshoot de l'époque. Hein. Bon, ça, chacun y trouvera ou pas son compte. Ils vont commencer aussi à un petit peu étendre leur style et le background des chansons. Vous allez voir qu'ils vont souvent aller explorer du côté mythologie viking, etc. Donc là, vous avez déjà la chanson Gate of Valhalla, que je vous invite aussi à aller écouter. Donc beaucoup de fantaisie, là-dessus, il n'y a pas de souci, ils sont assez ouverts. On a aussi un petit peu un amour des bikers et des motos, vous verrez, ça va revenir aussi un peu plus tard avec la chanson Warlord. Donc ça perce, là ça commence à être vraiment pas mal, là il commence à avoir une influence et à rayonner, comme je vous l'ai dit, ça va inspirer quand même pas mal de groupes. Ça va aller jusque chez nous, jusqu'en France, puisqu'on retrouve un petit peu des chroniques dans les magazines de l'époque, donc des magazines dont les noms vont vous faire voyager vers le passé, puisque Enfer Magazine, Metal Attack, ils ont eu des chroniques dedans et qui étaient plutôt dithyrambiques, donc voilà, ça commençait à percer, à partir des frontières, etc. Et ils vont commencer leur fameux slogan Death to False Metal, donc qui est vraiment représentatif de Manowar. Tu les imagines avec leurs épées, leurs bibis saillants, en train de se battre contre le faux métal. Encore une fois, c'est assez fun, vous allez voir, de temps en temps, il y a des petites bizarreries, ils n'hésitent pas à tenter des choses. De toute façon, rien que déjà tenter de cette pochette, c'était assez osé. Mais vous allez voir, il y a même un morceau ultra doom, qui n'a un peu rien à foutre là, ce qui est assez drôle, qui est la chanson Hatred. Donc je vous invite à aller l'écouter. On a l'impression d'être sur un album de Candlemas qui se serait perdu là, on sait pas trop pourquoi. Il va y avoir un premier succès avec la chanson Gloves of Metal, qui est vraiment quelque chose qui va les propulser, surtout en Angleterre. Vous allez voir, de toute façon, Manowar, c'est un groupe qui a ses chapelles. En gros, en Allemagne, c'est des dieux. En Angleterre, et on verra un peu plus tard en Grèce aussi. Ou alors, c'est tout juste s'ils leur font pas des statues dans la rue. Franchement, ça pourrait. Et vous allez voir, c'est surtout là-bas, ils vont marquer les charts. Ça va commencer à arriver. La fanbase, elle va vraiment commencer à progresser. Et de toute façon, Manowar va vraiment avoir des fans, des die-hard, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Quand on est fan de Manowar, alors là, c'est le nombre de tatouages, de pièces dédiées à Manowar chez les fans. Il y a beaucoup de documentaires chez les gros fans. Je sais que notamment Maxwell de la chaîne, maintenant c'est Maxwell, mais à l'époque c'était Two Guys One TV, avait fait, je crois que c'était Rollicart ou quelque chose comme ça, ou je ne sais plus exactement le nom. Et il allait chez les passionnés, il montrait leur collection. Je sais qu'il y a une giga collection de Manowar qui traîne. Allez voir son boulot, il fait toujours un taf de dingue. Vers Maxwell, pareil, si tu passes par là, un petit coucou, un mec super, un vrai passionné et qui se donne les moyens de ses ambitions et qui aussi partage beaucoup de choses avec sa commu. Et ça, c'est toujours cool. On va passer au troisième album que j'ai aussi la chance d'avoir. Alors je me rappelle plus vraiment comment il est rentré en ma possession celui-là. Je me demande si il vient pas de mon papa, parce que vous allez voir, il y a un logo qui ne trompe pas. Donc on va parler de Manowar, Hail to England. Alors là,
C'est pareil, on a une pochette bien manoiresque, conanesque, avec déjà les petites demoiselles dénudées, les physiques de titans, toujours grande bataille, le sang de ses ennemis, etc. Et le logo qui fait toujours plaisir quand on achète des disques en France, c'est celui-ci, le 22 V'là le Hard. Quand vous avez ce logo-là, vous savez, ce petit sticker d'époque, vous savez que vous allez passer un bon moment parce que souvent c'était vraiment assez synonyme de l'époque. Alors, on a aussi le plaisir de retrouver les petits baragouinages manoiresques sur la pochette. We are Manowar, we are invisible. Death to false metal, hail to England. Donc voilà, leur amour de l'Angleterre. On avait parlé de leur amour aussi pour Motorhead, etc. Pour eux, l'Angleterre est beaucoup plus une terre du vrai métal que les US. C'est un album qui a aussi marqué leur discographie. Donc ils l'enregistrent en 83, il sort en 84. Donc là, c'est vraiment le gros hommage à leur racine, donc la New Age of British Heavy Metal. On est plus rentre dedans, on est plus court. Il laisse tomber un petit peu le côté épique sur cet album-là, donc c'est vraiment plus baston. On a l'imagerie virile qui commence à vraiment pointer son nez et qui disparaîtra plus jamais, clairement. On trouve leur petit côté taquin parce que dans les chroniques, il y en a beaucoup qui vont se plaindre qu'il y a beaucoup de solos de basse. Et alors, à partir de là, ils vont les multiplier. Voilà. ça vous donne bien l'idée du truc. C'est ça vous casse les couilles, eh ben on va le faire. Voilà. Et on va le faire x10. Ouais. C'est toujours ça. Encore une fois, on pousse les curseurs à 10 000 parce que les amplis à 11 et les curseurs à 10 000 parce que pourquoi pas. C'est leur premier album qui rentre dans les charts en Angleterre. Il est 83e quand même dans les charts. Donc ça montre qu'il y a quand même un succès. Encore une fois, ça va être une de leurs chapelles privilégiées. Et c'est pas pour rien, vu qu'en plus c'est un album qui en hommage Hail to England. Donc voilà, le public leur rentre bien. C'est l'occasion de partir sur les routes parce que justement, pendant la tournée qui suit, donc dans le printemps 84, ils vont tourner avec Merciful Fate. Donc j'ai retrouvé le ticket de l'époque, donc l'entrée à 4 livres sterling, donc voilà, ça fait un peu rêver. Ils vont être bien repérés, on commence à voir que les albums se vendent, donc ils vont signer chez Virgin. Donc là, il va y avoir du culte et du surculte, parce que cet album-là, il a vraiment des titres qui ont marqué la discographie, qui sont encore repris dans les concerts de nos jours, avec Blood of My Enemies, Kill with Power. Bon, pareil, on retrouve cette image, Kill with Power, on va tuer, mais avec puissance, ouais. Bon, voilà, encore une fois, les curseurs à 10 000, gros boulot sur la base de Joey DeMaio, qui prend de plus en plus de place, clairement, qui est vraiment l'élément central de Manowar, ce qui fait la différence. Clairement, on n'est pas sur la base de Injustice for All, où il faut tendre l'oreille et où ça a été sous-mixé exprès. Là, c'est tout l'inverse. Ça va commencer à se balader partout. Encore une fois, les États-Unis vont les bouder. En même temps, on est entre 84 et 86. Grosse période glam aux États-Unis, donc clairement aux US il y avait Rat, Bon Jovi, etc. Et en face vous avez Manowar. Clairement ils trouvaient pas leur public sur place, donc ils étaient très très régulièrement en Europe. C'est ce qui va faire que leurs chapelles sont toujours ici et qu'ils ont mis beaucoup de temps avant d'avoir vraiment un public américain, même pas équivalent, c'est toujours un petit peu en dessous de nos jours. Ils vont sortir un 4e album parce qu'ils avaient beaucoup de chutes du précédent, il faut dire ce qui est, il y a un petit peu moins d'inventivité, c'est un peu les fonds de tiroir avec l'album Sign of the Hammer, donc le fameux sigle comme ça qui va devenir mythique et qui va devenir le signe de ralliement des fans du groupe. Alors les fans et Manowar, c'est une grande histoire d'amour, vous avez dans tous les concerts des 15-20 drapeaux de tous les gens qui viennent de pays différents. Les fans de Manowar sont tellement des die-hards qui voyagent partout dans le monde pour les suivre sur les tournées. Il y a vraiment une communion avec les fans, je trouve que c'est assez admirable. Tout au long de leur carrière, ils vont faire des concours à chaque fois pour qu'on puisse les rencontrer, qu'on puisse passer du temps avec eux. Ils vont faire monter des gens sur scène pour certaines chansons, ils vont offrir des guitares, ils vont organiser des festivals spécialisés, des conventions et tout. Alors, on peut leur reprocher des trucs, mais ils ont toujours essayé, malgré qu'ils aient quand même un melon assez gigantesque, de garder cette proximité avec les fans. En même temps, je pense qu'ils sont conscients qu'il n'y a que les fans qui font que ça perdure autant, quoi.
Donc, sur Sign of the Hammer, ça creuse encore le côté mythologique, le côté viking et tout. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Thor, donc bon, clairement... donc à chaque fois, je mentionne une ou deux chansons par album, ça vous permet de vous faire une petite playlist si ça vous intéresse. Bon, en Europe, là, il commence à avoir un statut de dieu, hein, clairement, parce que il y a personne qui joue aussi fort, aussi vite, qui ont... le melon est un peu communicatif, parce que ils y croient tellement que tu as envie d'y croire avec eux, tu vois, donc il y a vraiment ça. En Allemagne, ils commencent à atteindre le niveau légendaire. Ils viennent même jouer en Belgique, au fameux... Alors, si vous connaissez des aînés fans de métal, vous n'avez jamais pu passer à côté d'anecdotes croustillantes sur le festival de Popringue, puisque ça a été... voilà, dès que tu as le malheur d'avoir été ado à un moment et d'aimer un groupe, tu as toujours un vieux qui t'a dit « Oui, mais moi, je les ai vus à Popringue, et à l'époque, Slayer, on se battait avec des chaînes de mobilette dans le pit !» Ouais, bon, voilà, c'est à partir de ce moment-là aussi où ils commencent à avoir leur réputation de groupe le plus bruyant du monde, avec le fameux record dans le Guinness et tout. Bon bah voilà, les true metal people, les true warriors of the world, ça commence à vraiment augmenter, la fanbase commence à être vraiment solide et à les suivre. Bref, ils sont en route sur le succès, vous allez voir, là on atteint vraiment le point où ça va décoller. Alors, qui dit succès dit pas mal de ventes, dit signer sur un major, donc sur Atlantic, qui vont leur donner donc pas mal de thunes et qui vont leur donner un carnet d'adresses assez intéressant. Ils vont notamment leur donner le contact d'Eddie Kramer, donc le gars il a juste produit des albums de Led Zeppelin, de Kiss, des Stones et tout, et ils vont commencer à pré-produire un album. Et Manoir, en fait, ils vont dire « Ah non, en fait, c'est pas bien. En fait, il est nul, ce mec. » Tu fais « Bon, ok. » Encore une preuve que le melon était assez costaud. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Donc finalement, ils font leur propre tambouille eux-mêmes et disent « Non, mais on n'a pas besoin des méga stars du business. » En 87, ils nous sortent donc leur album « Fighting the World ». Alors là, ça va être un petit peu clivant aussi parmi les fans parce que... bon, il y a un côté un petit peu commercial, même si pourtant il y a vraiment des grosses dingueries aussi. Donc on est sur une pochette réalisée par Ken Kelly, qui a fait ses armes avec les pochettes de Kiss, et vous allez voir, il y a une énorme ressemblance entre la pochette de Destroyer de Kiss et donc la pochette de Fighting the World. Je vais vous mettre les deux, vous allez voir, il n'y a pas photo, la posture, etc. Il y a vraiment quelque chose. C'est un album qui est... alors, il est mythique parce qu'il va être vendu comme le premier album mixé entièrement numériquement. Alors, en vrai, c'est faux, puisqu'il y a déjà eu Turbo Lover de Judas Priest, que je vous encourage à écouter aussi, qui est un album très décrié et qui est pourtant très très cool, même s'il est très ancré dans son époque avec un son forcément très 80s, mais alors qu'il est 80, mais vous allez voir, ça sonne encore un peu plus tôt. Si tant est que cette phrase veuille dire quelque chose. Mais vous fumez, monsieur. Mais voilà, c'est quand même une époque où ils vont devenir un poil commercial. D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, MTV leur demande de faire un clip qui va tourner en boucle, qui s'appelle Blow Your Speaker, qui est bien kitsch. Je vous invite à aller acheter un œil. Je pense pas que je pourrais le diffuser parce que sinon on va se faire strike. Mais bon, on commence à accumuler disques d'or en Allemagne. Bon là c'est la voie royale, hein, ils vont enfoncer le clou clairement. Mais ils vont se faire saucer par les fans de la première heure parce que ils disent quand même que c'est plus calme. La première partie du disque est assez soft en fait, et certains fans ne vont pas leur pardonner. Alors pourtant, vous avez quand même un titre qui s'appelle Violence and Bloodshed, hein, donc je vous raconte quand même. Voilà, commercial, mais on a quand même gardé les bases, on a quand même gardé l'idée bien épique des tripes qui sortent et des combats à l'épée, quoi. Mais malgré le succès qui est commercial, dans les fans de la première heure, ça va commencer à gueuler un petit peu. Vous allez voir, ils vont quand même se reprendre par la suite. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont commencer tout doucement à gagner leur public aux US. Donc voilà, et grâce à qui? Grâce à quelqu'un dont ils ont toujours vanté les mérites, et en même temps, on peut pas leur en vouloir, puisque c'est notre copain Lemmy. Lemmy, toujours partout, hein, finalement, sous ses airs un peu bourrus. Il a aidé des tas et des tas de groupes. Je vous mets une petite photo que j'ai retrouvée avec la Sainte Trinité, quoi, quand même, avec donc Manowar, Dio et Lemmy. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'il a dû dire voilà, ils emmerdent les journalistes, ils envoient du bois, voilà, ils vont tourner un peu avec moi. Donc je vous raconte pas hein, votre soirée si vous tapiez Manowar et Motorhead de la grande époque, fin des années 80, à mon avis tu devais repartir, t'avais perdu 3 litres de sueur, ça devait être quelque chose. Ça pousse. Je sais pas si on se battait à la chaîne de mobilette, mais quand même. Bon, ça va enchaîner sur l'album de tous les tubes, hein, le 6e album, King of Metal, donc là 88.
des tubes, des tubes, des tubes. Il trouve un peu le bon équilibre entre les titres rentre dedans, en mode Island Kill, Wheel of Fire, et des bonnes balades. Mais alors vraiment des bonnes balades, si vous voulez écouter un petit truc un peu sympa, écoutez Heart of Steel, qui est encore aujourd'hui un hymne incontournable de tous leurs concerts. The world, and I take all they can give. There are times my heart hangs low. I was born to walk against the wind, born to hear my name. No matter where I stand, I'm alone. Stand and fight. Live by your hearts. There's always one more try. I'm not afraid to die. Stand and fight. Say what you feel. Born with a heart of steel. Burn the bridge behind you. Leave no retreat. There's only one way home. Those who laugh and crowd the path and cut each other's throats will fall like melting snow. Concert. Il commence à aller aussi taper dans le symphonique. Vous avez Crown and the Ring avec des chœurs de ouf, des orgues la totale. Donc là, en fait, ils ont les moyens de leurs ambitions. Ils ont envie de tout envoyer, de faire un truc épique. La prod suit. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Alors, il y a toujours des délires un peu space. Vous avez notamment le solo de basse sur le vol du bourdon, qui avait été aussi, qui sera repris aussi par Nando Bettencourt plus tard. Mais là, vous l'avez à la basse. Bon, c'est une opinion. Ça existe, voilà. Alors, vous avez aussi des chansons très très limites. Hein. Je vous invite. Alors, je les diffuserai pas parce que pareil, parce que oui, je pense que vous comprenez. La chanson Pleasure Slave. Allez voir un peu les paroles, je pense que ça ne passerait plus vraiment trop aujourd'hui, mais bon, voilà, différentes époques, et puis ça colle tellement bien à leur image virile et tout, et aux demoiselles dénudées des pochettes. Bon, voilà, c'est le côté gros macho, les racines italiennes de Joey DeMaio, probablement. Donc voilà, dernier album avec Cross the Boss, malheureusement, bah, c'est un peu aussi le début de la traversée du désert. Il va se faire virer assez salement, alors c'est pareil, hein, ils vont dire non, mais tout va bien, juste on a envie de changer, mais en fait... ouais, ça va pas se faire très proprement. En même temps, Scott Columbus va devoir aussi se barrer parce que son fils est très malade. Donc ils perdent leur super guitariste mythique et leur batteur. Je peux vous dire que ça va être un petit peu dur à rattraper. Ils vont d'ailleurs tarder un peu à sortir le prochain album. On va passer au 7e. Alors le 7e album, on part donc là en 92, qui est ce magnifique t-shirt, le Triumph of Steel, ce qui est probablement un de leurs pires albums. Bon bah là il y a vraiment que les fans qui l'aiment, hein. D'ailleurs c'est un peu compliqué, il va y avoir du concept. Déjà il a le malheur d'arriver après King of Metal qui était une usine à tubes, donc forcément c'était difficile d'aller au niveau. Les changements de line-up n'ont pas aidé. Ils vont taper un gros délire avec un morceau de 28 minutes sur l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Voilà, bon, c'est bien, ils osent, mais là, je sais pas si c'était vraiment cohérent et opportun, dirons-nous. Donc là, l'opéra marche pas très bien. Il y a 8 parties, mais c'est lourdingue, franchement. Alors pourquoi j'ai ce t-shirt? Parce que j'ai fait un magnifique voyage à Budapest avec mon amoureuse au tout début. Maintenant, ça fait plus de 11 ans qu'on est ensemble, mais à un moment, on a pété un fuseau, on est parti là-bas. Et il y a ce qu'on appelle le Café Montmartre. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il avait disparu. Alors je suis vraiment trop dégoûté parce que c'était un endroit fantastique. En fait, il y avait quand je vous ai dit qu'il y a Manowar avec un gros rapport avec leurs fans, c'est qu'il y a Rami, qu'on salue, que j'ai eu le plaisir de rencontrer donc sur place, qui est probablement un des plus gros fans de Manowar du monde et qui avait dédié son bistrot à Manowar, à l'histoire de Manowar. Donc il y avait des photos de Manowar partout dans le bar. Et ils ont sympathisé avec le groupe, ce qui fait qu'il était autorisé à vendre du merch officiel. Donc j'ai acheté ce t-shirt officiel sans les voir malheureusement, mais
Donc sur place, à Budapest, dans son café qui était incroyable, il était super gentil, on a bu on s'est fait des shooters et tout. Il y a évidemment du manoir jusqu'à plus soif sur place. Et ils vont pousser le vice puisqu'ils vont faire des release parties des prochains albums chez lui, donc dans son café. Ils vont venir de temps en temps à chaque fois, ils vont même mettre des extraits filmés à son café dans des DVD et tout. Enfin, voilà, proche de leur public. Trop cool, le petit souvenir qui va bien, j'avais passé un super moment. Donc ouais, le café Montmartre, ce t-shirt, cet album. Alors cet album, j'ai aussi une autre anecdote puisque je vous ai parlé d'un voyage en Norvège, j'avais été aussi un peu en Europe de l'Est, j'étais allé notamment à Bucarest et en Transylvanie. Et on avait donc loué une bagnole sur place il n'y avait pas de streaming, etc. Ça prenait que des CD. Et évidemment, on n'avait pas pris de CD avec nous pour partir, donc on est allé dans une genre de Fnac locale. Et qu'est-ce que j'ai trouvé sur place? J'ai trouvé un coffret. Alors j'ai pas retrouvé pour la vidéo, je sais pas ce que j'en ai branlé. Peut-être que ma chérie l'a sacrifié dans la cheminée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on est parti au fin fond de la campagne de Transylvanie à partir de Bucarest. On a roulé des heures et des heures en se baladant. Et en fait, la seule chose qu'on avait écouté, c'était ce coffret de 3 albums de Manowar. Et c'est vraiment les 3 albums un peu nanars que t'as pas spécialement envie d'écouter. Mais bon, j'avais trouvé que ça. Donc pendant tout le trip, on s'est écouté ça en boucle, toujours, dont Triumph of Steel, qui est... Donc vous imaginez des 28 minutes d'opéra, pas ouf, comme ça en boucle pendant je sais pas combien de temps. Chérie, tu vas pas me faire de mal. Tu ferais pas ça. Après tout, nous sommes mariés. Considère ça comme un divorce. Donc bon, je comprendrais qu'elle se soit débarrassée du truc, mais en vrai non, je pense que je l'ai juste mal rangé, ce qui ne vous étonne qu'à moitié, j'imagine. Bon, il ira quand même dans les charts en Allemagne cet album, mais vraiment, faut être vraiment fan. Je vous encourage à aller l'écouter, il y a quand même des petits moments de gloire, hein, mais globalement c'est pas dingo. Les USA sont maintenant en vague grunge à mort, donc après le glam, vraiment la grosse vague grunge, donc c'est pareil, ça fonctionne pas chez eux non plus. Mais ils vont trouver une autre fanbase, puisqu'en 94, ils partent faire un putain de concert en Russie pour la première fois. Et alors là, ils découvrent un amour aussi. Vous savez bien, la passion des fans en Europe de l'Est n'a pas vraiment d'égal, à part probablement en Amérique du Sud. Une autre fanbase, je vous l'ai dit tout à l'heure, en Grèce, puisque, allez, la petite anecdote qui sert à rien. En 92-94, il faut vous dire que Manowar, ils ont vendu plus de CD en Grèce que Madonna. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. De toute façon, c'est pareil, hein, la Grèce, le Anthem of Steel, etc., c'est une terre pour le heavy metal traditionnel. Voilà, une terre promise, hein, j'ai envie de dire, encore plus que l'Allemagne. Des fans super passionnés, une scène qui bouge, des gars qui essaient toujours de faire tourner les choses. Donc voilà, pas très étonnant que Manowar ait fonctionné là-bas. En 94-95, rechangement de line-up, ils prennent un nouveau guitariste. Alors, je fais le choix de pas dire son nom, par conviction personnelle, parce que ce gros fils de va finir dans des affaires pédobères très dégueulasses, donc voilà, on n'en parle pas. Par contre, l'anecdote qui fait plaisir, même si c'était un bon guitariste, mais voilà, je choisis de ne pas en parler. Retour de Scott Columbus à la batterie, et ça va faire plaisir, ça va aussi booster et ça va sortir mon album préféré de Manowar, Louder Than Hell, en 96. Pour moi, c'est la quintessence du mal, c'est la quintessence de la magnitude, des bibis, de la guerre, des motos, tout ce que tu veux. Usine à tubes, mais pas vraiment en mode King of Metal. Des morceaux vraiment qui mélangent l'épicness des autres albums, le côté un peu parfois un peu sympho, le Gods Made Heavy Metal, il est incroyable, les paroles sont ouf.
vous avez la chanson, une de mes chansons préférées qui s'appelle King, qui est juste magnifique. Vous avez des montées, la prod et aux petits oignons. 96, on commence à se dire bon, on n'est plus obligé d'enregistrer les albums de metal sur des Game Boy, ça fait plaisir. Le titre Brother of Metal, qui est vraiment très représentatif de l'idée de Manowar. Ça va devenir un groupe de tournée, ils vont finir par sortir plus tellement d'albums et à se dire en fait on est bon en live, on est bon avec nos fans, les albums c'est pas forcément toujours notre fort. Voilà, ils savent peut-être aussi que leur période de gloire elle est un peu derrière eux, ça commence tout doucement. Mais pourtant, ouais, Louder Than Hell, pour moi, il est over the top. Il play on 10, justement, ils ont une chanson All Men Play on 10, tu vois. C'est des chansons qui, pour moi, sont motivantes. C'est des chansons, quand tu fais ta muscu, tout simplement quand tu as des périodes de merde dans ta vie, des épreuves, tu t'écoutes ça, tu te dis, ah, allez, on n'est pas tout seul, on est une équipe, on va s'en sortir, on va tout casser. Je trouve que c'est communicatif, c'est très positif, même si, bon, il y a une image un peu virile, un peu débile derrière, mais c'est pareil, c'est ce qu'on aime bien. Grand fan des films d'action des années 90, c'est pas pour rien qu'il y a un poster de Last Action Hero au-dessus de moi. Voilà, moi c'est quelque chose que j'adore, que j'assume. Alors c'est un petit côté nanar qui vieillit pas toujours bien, mais ça fait partie de moi, et puis moi aussi je suis un petit peu côté nanar qui ne vieillit pas bien, donc finalement on se retrouve là-dedans. Alors, après il va y avoir quand même un gros succès, notamment commercial, qui est un album que je respecte beaucoup et que j'ai beaucoup écouté, qui sort en 2002, et qui est Warrior of the World, et là en fait c'est vraiment... la pierre angulaire du truc, on est Manowar, on a des fans partout dans le monde qui nous sont fidèles jusqu'à la mort, on va leur dédier cet album, les drapeaux de tous les pays, là vous avez vraiment la machine à tube qui est de retour avec le Cold Worms, qui est devenu aussi un morceau culte, qui aurait pu être sur le premier album, tellement ils ont réussi à garder... Voilà, on peut reprocher des trucs à Manowar, mais ils ont jamais tourné leur veste, ils ont toujours été dans leur vibe, ils ont jamais tourné leur dos à leurs fans. Alors pourtant, on avait pensé à Fighting the World, que c'était devenu un peu commercial, mais franchement, il faut le dire vite, moi je me suis réécouté l'album il y a pas longtemps. Ouais, faut vraiment aller chercher la petite bête, quoi. Encore une fois, ils tentent des trucs, il y a du sympho, il y a des titres osés, ils tapent un opéra de Puccini en plein milieu de l'album, et tu te dis ce qui est quand même assez casse-gueule. Ils font une reprise d'un medley d'Elvis avec The American Trilogy, qui est vraiment très bien. Ça marche à fond. Disque d'or en Allemagne. Là, ils sont au sommet. Pourtant, ils ont la maturité, entre guillemets. Et ils ont leurs fans, leur fanbase est établie. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils sont en fond de 5e sur l'autoroute de la gloire. Et puis voilà, ça roule très bien. C'est un album qui pour moi, pareil, pour commencer, si vous voulez écouter avec des albums bien produits, qui sont bien équilibrés, Warrior of the World, Louder Than Hell, pour moi c'est deux albums que je conseille, même si les puristes diront non, il faut aller dans les 4 premiers albums, sinon c'est nul. Mais voilà, pour une fois, ne soyons pas les gatekeepers habituels. Allez, un petit vent de modernité. Bon, on est en 2002, faut pas non plus exagérer. 2005, c'est aussi, encore une fois, l'idée de tout donner aux fans. Ils vont créer les Manowar Fan Convention, ils vont faire les DVD Hell's on Earth, qui réunissent des concerts de ouf. Alors là c'est pareil, les concepts à gogo, il va y avoir des combats de vikings, il va y avoir des rencontres, des spectacles. Alors ils vont monter des spectacles, genre des espèces de petites pièces de théâtre sur le principe des paroles des chansons. Voilà, tu vois que les gars ils sont investis dans leurs produits, ils sont investis dans leur musique surtout. Parce que c'est vrai qu'avec Manowar j'ai pas trop envie de parler de produits, parce que j'ai jamais trouvé que c'était une pompe à fric sur quelque chose, même si des fois les tarifs sont un petit peu bon. Mais bon, voilà.
Ils font venir des anciens groupes, ils font des concerts avec 3 batteries en même temps, donc imagine le gros bordel sur Battle Hymn en plus. Mais écoutez, allez écouter Battle Hymn, qu'est-ce que vous faites là? Allez écouter Battle Hymn, et après revenez par contre. Mais voilà, gros coffret DVD, je vous l'ai dit, Hells on Earth, beaucoup de contenu, des documentaires, franchement ils sont pas avares, encore une fois de partage avec les fans. L'organisation des festivals, le Magic Circle et tout. Bon voilà, après ils vont sortir quelques EP franchement qui méritent à peine d'être mentionnés, c'est pas dingo. 10e album, God of War en 2007, très centré sur la mythologie nordique d'ailleurs, et sur Odin notamment. Il y a des orchestres info. L'album il fait 1h15, il devait y avoir une suite et il y en a même, et finalement ils vont même pas en faire parce que bah ça vous donne déjà un peu l'idée, ça va pas être très bien accueilli, c'est très narratif, c'est assez indigeste enfin c'est un album concept donc on a l'habitude, mais là c'est fouillis, franchement la prod est pas au niveau, l'album il est vraiment très décevant, God of War, et ça va vraiment montrer un peu un déclin. 2009, un petit EP quand même que je vais mentionner, Thunder in the Sky, bon, des chansons originales et aussi un petit délire qu'ils vont perpétuer jusque maintenant. Ils vont faire une chanson qu'ils vont décliner en 10-15 langues différentes. Comme à la grande époque des chansons françaises chantées par des étrangers. Donc tout chanté en phonétique parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils chantent. Enfin, et ils ont évidemment une idée de la signification vu que c'est une traduction de la chanson anglaise à la base. Mais si vous voulez vous taper des délires en soirée, ça c'est très fort. Ils ont fait la chanson Father, donc père, en 15 langues différentes. Bon, il y en a des plus réussis que d'autres, hein, ne nous mentons pas. Il y en a une en français, je crois. Et puis ça va relier un peu mon histoire personnelle, puisque il y a aussi la chanson Courage, qui a été traduite en français, qui a été un long délire de ma période de fac, avec les potes avec qui on l'a chanté à tue-tête, qui est ultra kitsch, mais en même temps tellement satisfaisante. Allez vous faire un plaisir, allez écouter Courage French Manowar. C'est fantastique, il y a des prononciations foireuses, il y a de l'orchestration bien épique, nanardesque, enfin tout ce qu'on aime, franchement. Ces trucs que t'écoutes en cachette parce que tu l'assumes pas, ou alors au contraire que tu mets à fond avec tes potes une fois un petit peu beurré, il faut admettre. Enfin bref, c'est trop fun. Bon, un peu rattrapé par l'époque, 2010, ils vont commencer à nous faire des Ubisoft, hein, en mode, bon on va faire des remasters maintenant. Alors ils vont faire un remaster de Battle Hymn, bon bah Orson Welles c'est mort, donc ils font quand même petit clin d'œil, assez très classe même, au lieu de faire le monologue par Orson Welles, ils vont nous faire le monologue avec Sir Christopher Lee quand même, donc excusez-moi de la classe, excusez-moi du peu quoi. Bon, c'est un peu le seul intérêt de ce remaster. Ils vont faire pareil à King of Metal, et après ils vont enchaîner plein de remasters à la con. J'ai un peu envie de dire pourquoi, tu vois. Est-ce que c'était bien nécessaire? Est-ce qu'on avait besoin de tous ces trucs? Bon, après il y a d'autres albums, je vais pas vous mentir, il y a l'album de 2012 qui est The Lord of Steel. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas écouté. C'est un peu la fin de ma période Manowar, c'est un petit peu le moment où je me dis ouais, les anciens sont tellement cultes, tu vois, on est un peu dans notre truc un peu gatekeeper à ce moment-là où on se dit non mais les anciens ils sont mieux, même si je vous ai dit souvent moi j'aime quand même les albums qui sont pas les plus aimés par les fans, mais bon. Ouais, j'ai entendu dire que c'était quand même un retour aux sources. Il va y avoir ensuite une série d'EP entre 2019 et 2022. Bon, c'est toujours un petit peu difficile à suivre. Je viens de me faire un giga plaisir puisque je vais aller les voir en Allemagne l'année prochaine pour la première fois. Je me dis que s'il y a bien un endroit où il faut aller, là où ils ont eu leur disque d'or, là où ils ont une de leurs fanbases les plus fidèles, voilà, je vais aller en Allemagne, je vais aller voir Manowar et j'espère que je vais prendre une claque, j'espère qu'ils seront en forme. J'ai vu des lives récents, c'est très honorable. Alors maintenant ils ont Michelangelo Bassio à la guitare, donc ça promet un son de Game Boy incroyable et le côté virtuose un petit peu poussé des fois à son paroxysme. Alors j'ai hâte de voir ça. Il y a un côté de moi qui a hâte et un côté de moi qui a peur. On va voir ce que ça donne. Bon, ça peut être fun. Après, voilà, Manowar, le groupe des records, de tous les interdits, de tous les kitscheries. La tournée en 94 qui dépasse les 130 décibels sur scène, bon, ça équivaut quand même au Concorde au décollage pour vous donner une idée. Après ils ont fait toute une série, je pense qu'ils ont pris goût, ils ont commencé à vouloir marquer l'histoire, qui est un truc très américain finalement, dans pas mal de sports aussi, une fois qu'on leur a dit qu'ils ont marqué l'histoire, ils veulent le refaire, le refaire et le refaire. Bon, à la fin, ça n'a plus vraiment beaucoup de sens. Au Magic Circle, ils vont jouer giga fort, ils vont atteindre les 139 décibels sur Calls to Arms. Bon, ça commence à être un petit peu foufou quand même. Est-ce que c'était bien nécessaire? Je vous laisse seul juge. Ils ont le record du concert le plus long en 2008.
Kaliakra Rock Festival. Alors, ils ont joué 40 morceaux devant plus de 20 000 personnes pendant 5h10. Combien? Alors, 5h10 de Manowar, je sais pas comment il faut, dans quel état il faut être pour arriver à les encaisser. Il faut être monster sur 20, je pense. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allé voir un client sur Épernay, je crois que j'avais quasiment 3 heures de route, et je me suis fait 3 heures, j'ai voulu tenter l'expérience, je me suis fait 3 heures de Manowar sur l'aller, et 3 heures c'était déjà vachement bien, mais 5h10, c'est peut-être même un petit peu trop pour moi, je suis pas sûr de résister. Bon voilà, on a passé un petit peu en revue la discographie de Manowar, j'espère que je vous aurai transmis cette idée, je vais essayer de vous mettre des passages, mais bon, je sais qu'on va se faire strike et démonétiser, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment envie de faire ces épisodes avec vous, et que ce soit vraiment cette idée de vous partager cette passion, ce côté qui me touche. Ouais, comme je vous l'ai dit, hein, Last Action Hero, Manowar, même combat pour moi, on pousse tout à fond, on assume, on monte les pectoraux saillants et on y va, on va dans la bataille, comme je le dis, moi je trouve ça que c'est super positif dans l'epicness, dans ce côté... allez, ensemble, on va tous tenir et on va y arriver. En ce moment, je pense qu'on a besoin un petit peu de ce genre de vibe un peu positive et qui nous aide à nous relever quand on a pris des claques dans la gueule. Donc voilà ce que c'est pour moi, voilà ce que c'est Manowar pour moi. J'espère que ça vous aura donné envie de l'écouter. Et je sais que bon voilà, on a passé quasiment 1 heure ensemble. Je veux continuer ce genre de format avec des groupes plus ou moins connus. Mais toujours des trucs qui m'ont marqué, des trucs qui m'ont donné envie de creuser plus loin. Et j'espère que l'epicness de Manowar aura réussi à vous convaincre. Alors j'ai pas parlé de l'épisode du Hellfest parce que je sais que c'est un truc qui a beaucoup déclenché la passion en France. Mais bon, j'ai lu tout et n'importe quoi dessus. Dites-vous qu'ils sont quand même pointés avec je sais plus combien de semi-remorques sur place pour jouer. Et qu'en fait, quand ils sont arrivés, tous les camps, ils avaient négocié un contrat pendant je sais pas combien d'années, enfin combien de mois plutôt. Et quand ils arrivent, on leur a dit qu'ils pouvaient pas faire la moitié des choses qui étaient prévues, notamment pas faire une balance satisfaisante. Et Manowar, c'est vraiment ça. Ils veulent offrir le meilleur pour leurs fans. Ils veulent offrir le top du top. Ils veulent pas offrir une prestation en demi-teinte. À l'époque, ils ont quand même offert, la première fois qu'ils avaient joué au Hellfest, je crois en 2009, quelque chose comme ça, ils avaient offert à Ben Barbeau les Balls of Steel, donc vraiment, littéralement des couilles en or, en acier ou je sais pas quoi, bah of steel, donc en acier. Donc voilà, la relation était établie et pour moi, il y a eu vraiment un problème de ce côté-là. Bah encore une fois, hein, le Hellfest qui devient cette grosse machine. Et ouais, bah clairement, bon, il y a toujours un petit peu de mauvaise foi des deux côtés. Mais ouais, si t'arrives, tu peux pas faire ta balance comme tu veux. Tout a été prévu. T'as dit ouais, moi je veux bien jouer, mais il faut absolument que je puisse faire ça et ça parce que c'est important pour moi, pour que mon show soit en place. Qu'on dit oui, et que t'arrives sur place et on veut te la mettre à l'envers. Oui, il y a de l'ego, oui. Finalement, bah du coup, les fans n'ont pas eu de. En plus, ils ont dû supporter Sabaton, les pauvres. T'es un connard, toi. Mais petit tac gratuit à la gorge. Et bon, voilà, chacun a probablement du tort par-ci par-là, mais voilà. Pour moi, Manowar, c'est des gens qui vont jusqu'au bout, des gens qui ont jamais trahi leurs fans, malgré un melon parfois surdimensionné. C'est des gars qui ont trollé à mort, des gars qui n'ont pas peur du ridicule, et qui finalement ont joué leur personnage jusqu'au bout. Vous savez qu'en tant que gros fan de catch, c'est cette idée aussi de tenir le personnage, de le tenir dans toutes les narrations, et de pas trahir ses convictions tout simplement. Et ils l'ont dit dès le début, dès le premier album, ils étaient là pour conquérir le monde. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont réussi? Je vous laisse seul juge de ça. C'était Tonton Hunter, j'espère que ça vous a bien plu. Ciao. Il disque tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Je ne veux pas être déçu et ne plus y croire. Maintenant, au revoir, tentez-moi vers le ciel. Laisse cet hymne au courage s'élever dans la nuit. Mon Dieu.